Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Note de cours. Note de cours. Dirigé par Benjamin Moulamba Mbouyi. L'objet de la collection est de susciter les publications dont la vocation est double. D'une part, offrir aux professeurs d'université l'opportunité de publier leurs notes de cours, utilisées tout au long de leur carrière, et d'autre part, offrir aux étudiants et chercheurs les outils de travail dont ils ont grandement besoin. La collection s'adresse principalement aux étudiants et se propose d'envisager toutes les questions qui touchent tous les aspects de droit, de sciences politiques et de relations internationales qui font l'objet d'un enseignement universitaire autonome. Nous privilégierons la publication de manuels de grande qualité scientifique, qui seront mis à la disposition des étudiants, régulièrement révisés comme des outils pédagogiques et utilisés dans un grand nombre d'institutions universitaires à travers le monde. Déjà paru. Émile Ngoyi Kasongo, La clé de l'émergence de l'économie congolaise, analyse critique et nouvelles orientations de politique économique, 2018. Rémi Musungayibampale, Apport des groupes pré-politiques à l'émancipation politique du Congo ex-belge, rez-de-chaussée, cas de l'association Loulois Frères 2018. Jean Kailuilantambue, Récupérer sa dignité humaine vers l'actionnalisme autodynamisant, 2018. Hubert Mukendi Mpinga, Éléments de psychologie médicale 2018. Jean-Pierre Lotoyilangobanga, Apprendre la science politique pour comprendre la politique, 2018. Bertoldo Yangandjidimandja, Essentiel de la géopolitique, 2017. Beaujolais Bofoy Akomba, Mathématiques pour économistes, cours et exercices résolus, 2017. Marie-Thérèse Kengombatshilombayi, Droit civil, les obligations 2017. Rémi Musungayibampale, Les associations pré-politiques dans la ville de Loulois-Bourg, Kananga, avant 1960, cas de l'association Loulois Frères, nouvelle édition 2017. Georges Muyayabantumupala, La culture du maïs sur les oxysols en République démocratique du Congo, 2017. José-Marie Tasoka Imdanzel2, Procédure pénale congolaise, 2016. Dieudonné Mirim au Mulongo, Comment briser le plafond de verre pour les femmes candidates aux élections en RD Congo, 2016. In Memoriam. À nos regrettés pères et mères, Anakle Mukendi Wakanda et Bernadette Mulanga Wakabongo, qui nous ont quittés si tôt au moment où nous avions encore besoin de leur affection, Henri Kala Kadima, notre frère aîné, ainsi que les autres. Nous gardons toujours une pensée pieuse à leur égard. Alphonse Ngoyi Kasanji. Dédicace. À ma charmante épouse, Odette Mbouyi Ngoyi, et à tous mes enfants. Avant-propos. Cette œuvre est le fruit de 5 années de notre cursus universitaire à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, notre alma mater. Après un long parcours parsemé d'embûches dues notamment aux charges publiques que nous assumons à la tête de la province du Kasaï oriental, moult efforts ont été fournis pour parachever ce travail scientifique. Ce couronnement, possible aujourd'hui, est les fruits des efforts conjugués par le corps professoral et scientifique de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, ainsi que de plusieurs camarades étudiants qui, de loin ou de près, nous ont assistés par leurs sages conseils. Nos remerciements s'adressent également au professeur Prince Lutumba, ou à Lutumba pour avoir accepté d'assurer la direction de ce travail. Nous pensons de même, toujours dans ce sillage, à tous les professeurs, chefs de travaux et assistants de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa pour la brillante qualité de leurs enseignements dispensés. Nous témoignons aussi notre gratitude à notre famille et particulièrement à ma chère épouse Odette Mbouyi Ngoyi et à nos enfants, Becky Mulanga, Myriam Muketu, Christelle Bukumbabu, Ati Mbouyi, Dedi Ngoyi, Daniel Kalambayi et Ruth Mujinga pour leurs encouragements et soutien moral. Que tous nos proches collaborateurs trouvent ici l'expression de notre gratitude. Alphonse Ngoyi Kasanji.
Liste de sigles et abréviations. Introduction. Cette étude porte sur la responsabilité civile des entités territoriales décentralisées en cas des dommages causés aux administrés, cas de la province du Kasaï oriental. Certes, le thème sous examen soulève une problématique. 1. Problématique. La responsabilité civile est un ample vêtement pliable à tous sens, s'adapter vaille que vaille aux circonstances. Donc, la philosophie du principe de la responsabilité civile est bien particulière. En 1804, en effet, l'institution est présentée sous un aspect répressif déterminant. La solution préconisée est présentée par l'article 258 et a pour finalité de sanctionner le comportement fautif de l'auteur d'un dommage. Le rôle d'indemnisation de la responsabilité civile n'a été ressenti que dans la suite et cela se cristallise encore mieux dans ce sens que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mais il convient de signaler que l'entité territoriale décentralisée, la province étant une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique, elle peut être tenue responsable des dommages qu'elle causerait aux administrés. Par ailleurs, pour bien circonscrire cette responsabilité, il faut signaler qu'en réalité l'entité territoriale décentralisée encourt une double responsabilité, administrative avec celle de droit commun. Dans le même ordre d'idées, il sied de souligner que la théorie de la responsabilité fait la distinction entre les organes et les préposés de l'administration. Les organes sont des agents revêtus d'un pouvoir de décision, tandis que les préposés sont des agents d'exécution. Dans le cas sous examen, la province est représentée par le gouverneur qui est revêtu du pouvoir de décision. Il agit par voie d'arrêté. Il peut causer préjudice aux administrés ou porter atteinte aux droits acquis. Cependant, étant donné que l'entité territoriale décentralisée est une personne morale, le gouverneur de province devra répondre en tant qu'organe de décision des préjudices causés aux administrés et ce, sur pied de l'article 28 alinéa 1 et 2 de la loi n° 08012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Ainsi, pour comprendre la notion de responsabilité, il est important de relever que l'intérêt de la distinction réside dans le fait que le dommage causé par le gouverneur de province engage directement la responsabilité de l'administration sous sa gestion, pour autant que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions et limite des compétences lui reconnues par la loi. Ce qui implique que l'autorité de la décision décriée ne répondra en tant que telle que lorsqu'il sera prouvé que le préjudice subi découle des actes posés dans l'exercice de ses fonctions. En revanche, s'il est établi que le préjudice causé par l'autorité ou le préposé relève de son fait personnel, cette dernière devra en répondre sur base de l'article 258 du Code civil congolais livre 3. In specie casu, la victime dispose d'une double option. Soit de fonder son action sur l'article 258 du CCCLII, soit de la fonder sur base de l'article 260 alinéa 3 du même code. Pour prétendre obtenir réparation, la victime devra démontrer l'existence du préjudice, de la faute ainsi que du lien de causalité entre le dommage subi et la faute évoquée. Partant de ce qui précède, notre étude suscite diverses questions suivantes. Dans quel cas la province peut-elle être considérée comme responsable face à ses administrés? Et dans quels autres peut-elle l'être civilement? Quels sont les dommages qui sont susceptibles d'être causés par la province à ses administrés, et qui peuvent impliquer réparation? Qu'en est-il de la procédure de réparation au profit des victimes? C'est autour de ces différentes interrogations que tournera notre analyse, afin d'y pourvoir les tentatives de réponse. Ce travail revêt un intérêt certain, lequel est à la fois théorique et pratique. 2. Intérêt du sujet. Sur le plan théorique, il rappelle les principes existants en la matière, et en démontre les limites pour enfin déboucher sur les propositions de lege ferenda. Sur le plan pratique, l'intérêt de ce travail se manifeste en la mise en place d'une série de mesures dont la prise en compte constituera un meilleur moyen de réparation des dommages causés aux administrés par les ETD, en considérant la province du Kasaï oriental comme cadre d'expérimentation. 3. Méthode. Pour parvenir aux résultats escomptés,
3 méthodes nous ont conduit notre fil d'idées, à savoir la méthode juridique, sociologique et enfin celle comparative. A. Méthode juridique. Au sens étymologique, la méthode est un cheminement. Elle est conçue comme un enchaînement raisonné des moyens en vue d'une fin, plus précisément comme voie à suivre pour parvenir à un résultat. D'abord, la méthode juridique a consisté en l'analyse des différents textes juridiques relatifs à la responsabilité administrative et civile des ETD, notamment la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n° 11002 du 16 janvier 2011 portant révision de certains articles, la loi n° 08012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, la loi n° 08016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leur rapport avec l'État et les provinces, le décret du 30 juillet 1888 portant contrat ou obligation conventionnelle, ainsi que d'autres dispositions en rapport avec le thème étudié. B. Méthode sociologique. Ensuite, la méthode sociologique nous a permis de confronter la législation existante à la pratique, en vue d'en dégager la démarcation et de proposer les pistes de solutions. Elle nous a également permis de faire une analyse critique de certaines décisions judiciaires rendues à cet effet, par les juridictions provinciales. C. Méthode comparative. Enfin, la méthode comparative nous a aidé à faire une étude comparative des régimes juridiques des autres pays par rapport à notre législation, en dégager les avantages positifs et proposer leur intégration dans notre système juridique afin d'améliorer les dédommagements des victimes tout en sauvegardant le fonctionnement régulier des institutions provinciales. 4. Délimitation du sujet. Un travail de recherche très vaste peut facilement conduire à une conclusion boiteuse, d'où le champ d'étude ou le domaine de recherche doit être limité. Ainsi, notre travail est cadré par une délimitation spatio-temporelle. Prenant la province du Kasaï oriental dans sa configuration originelle comme sphère d'action, notre étude s'étend sur une période allant de 2007 à nos jours. Toutefois, la présente analyse a intégré les mutations subies par la République démocratique du Congo, après l'entrée en vigueur de la loi de programmation n° 15004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces. 5. Plan sommaire. Considérant l'importance d'une analyse structurée, la charpente de cette étude est subdivisée en 2 chapitres, précédés de la présente introduction, à savoir responsabilité administrative de l'entité territoriale décentralisée, I, et responsabilité civile de l'entité territoriale décentralisée, 2, avant d'aboutir à la conclusion. Chapitre 1. Responsabilité administrative de l'entité territoriale décentralisée. Il sied d'abord de signaler que, depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo expérimente la décentralisation, instituée par la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour comme nouveau mode d'organisation et de gestion des affaires publiques. Cette Constitution crée d'abord 2 niveaux de pouvoir d'État, à savoir le pouvoir central et la province. Elle institue ensuite 3 paliers de gouvernance. Le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées. Ce choix accorde aux provinces et aux entités territoriales décentralisées la personnalité juridique et leur reconnaît la libre administration et l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques. Il leur confie ainsi la responsabilité de prendre en charge les affaires qui les concernent, notamment la planification du développement, sous réserve du respect de la loi nationale. Il sied de relever ici ce qui apparaît aux yeux de techniciens comme une sorte de contradiction entre l'article 3 alinéa 1er de la Constitution qui dispose « Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux » et exposé de motifs de la loi n° 08012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province qui pense plutôt que la dite Constitution à instituer 2 échelons d'exercice du pouvoir d'État,
le pouvoir central et la province à l'intérieur de laquelle se meuvent des entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie ainsi que des autres circonscriptions administratives. En analysant avec minutie ces deux textes juridiques, il ressort clairement que le premier institue la même nature des pouvoirs reconnus à la province et aux entités territoriales décentralisées. Cela s'entend que dans l'ordre énumératif, nous avons, outre le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées. Ce qui correspond à l'institution de 3 échelons de l'exercice du pouvoir de l'État, tandis que le deuxième a eu tort de ne reconnaître que 2 échelons d'exercice de pouvoir, à savoir le pouvoir central et la province, tout en minimisant les pouvoirs des entités territoriales décentralisées, dont la nature est la même que ceux reconnus à la province. De cela, fort de la suprématie de la Constitution sur la loi, il y a lieu de conclure qu'il existe effectivement 3 échelons de l'exercice du pouvoir de l'État institués par la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011. Le premier chapitre traite des notions sur les entités territoriales décentralisées, section 1, la nature et les conditions de la responsabilité, section 2, avant d'aborder la responsabilité administrative, section 3, et les modes de réparation, section 4. Section 1. Notions sur les entités territoriales décentralisées, ETD. Dans cette section, nous abordons successivement la question de la décentralisation et ses caractéristiques, 1, ainsi que celle des entités territoriales décentralisées, 2. 1. La décentralisation et ses caractéristiques. Il est vrai que la décentralisation s'oppose à la centralisation. Cette opposition n'est absolue que dans la terminologie et en théorie. Dans la pratique, cette notion est relative. Un État n'est jamais pleinement centralisé, ni totalement décentralisé. C'est ainsi qu'en rez-de-chaussée, il existe des entités territoriales décentralisées et les entités déconcentrées. 1. Définition du concept décentralisation. Le concept décentralisation est défini comme étant un procédé d'organisation administrative qui consiste, pour une autorité déterminée, en général, le législatif, à confier la gestion de certains intérêts à des agents qui sont les organes et les représentants non pas du pouvoir central, mais d'une personne publique autre que l'État. Cette définition va de pair avec celle qui dit que la décentralisation est un mode d'organisation administrative qui vise le transfert du processus de prise de décision le plus près possible des administrés. Elle est le procédé technique qui consiste à conférer les pouvoirs de décision à des organes locaux autonomes, distincts de ceux de l'État. C'est ainsi qu'apparaît la notion de déconcentration. Celle-ci consiste à transférer des attributions, des pouvoirs de décision à des agents du pouvoir central placés à la tête des diverses circonscriptions administratives ou divers services. C'est le cas des territoires, des groupements et des villages en République démocratique du Congo, CFR, AR. 5al. Premier loi organique numéro 08016 du 7 octobre 2008 organisant les entités territoriales décentralisées. Ces agents restent cependant des simples représentants du gouvernement central. Ils agissent pour son compte et en son nom et restent soumis au pouvoir hiérarchique du supérieur, c'est-à-dire du gouvernement. La déconcentration se présente sous forme des structures administratives et politiques qui visent à préserver les intérêts des mandataires centraux dans les régions éloignées de la capitale. Elle peut aussi se présenter sous forme d'unités locales d'administration, mais au sein desquelles les décisions sont prises par des fonctionnaires nommés par le pouvoir central. Selon Gérard Cornu, il s'agit d'un mode d'aménagement des structures de l'administration caractérisé, au sein d'une même personne publique, par la remise du pouvoir de décision ou par la délégation de celui-ci à des organes appartenant à la hiérarchie administrative et qui demeurent assujettis, appliqués à l'administration d'État sur le territoire. La déconcentration se traduit par une distinction entre services centraux et services extérieurs. Les autorités déconcentrées sont nommées par le pouvoir central et exécutent les décisions de ce dernier. Ainsi, la décentralisation doit être distinguée de la déconcentration car dans la décentralisation, les autorités locales sont élues et gèrent les intérêts locaux. C'est ainsi que la décentralisation, comme processus politique,
peut être définie comme un transfert des pouvoirs entre deux personnes morales distinctes, que ce soit entre un gouvernement central et des États fédérés dans un système fédéral ou encore un État central et des collectivités territoriales, locales, dans un système unitaire. Elle est aussi une approche organisationnelle visant le transfert du processus de prise de décision le plus près possible du niveau de service ou d'action. De ces différentes définitions, il ressort deux sortes de décentralisation. D'une part la décentralisation fonctionnelle A et celle territoriale, B, d'autre part. A. La décentralisation fonctionnelle. On entend par la décentralisation fonctionnelle ou technique ou encore par service, celle dont la gestion d'un intérêt déterminé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.